Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. On est heureux de vous accueillir. Donc, je suis Émilie Attard, la fondatrice, gérante et formatrice au sein de la communauté des entrepreneurs. La communauté des entrepreneurs, c'est un centre de formation qui propose des formations à destination des créateurs, des entrepreneurs et des managers. On propose des formations pour créer, pour gérer et pour développer son entreprise. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie et Fabien pour une formation, enfin pour un webinaire en lien avec les risques psychosociaux en entreprise. On a choisi un format innovant, c'est-à-dire qu'on va fonctionner sous forme d'interview. Un format innovant pour une formation et un thème abordé de façon innovante. On propose aujourd'hui un contenu qui va être essentiellement sur une approche globale en fait des risques psychosociaux en entreprise en abordant le côté juridique et le côté management. Stéphanie est avocate au barreau de Thonon. Bonjour Stéphanie. Bonjour Émilie. Spécialisée en droit du travail et bien évidemment en risques psychosociaux. Elle est installée à Annemasse et elle a exercé pendant plusieurs années à Lyon. Et Fabien, bonjour Fabien, Bonjour Émilie. qui a été chercheur en neurosciences pendant plus de 10 ans. Il est aujourd'hui le fondateur, formateur de la Cortex Agency. Il propose des formations en cohésion, en communication et en management avec une approche ludo, neuro et méthodo. On va démarrer ce webinaire. Il faut savoir que 41% des salariés se déclarent en détresse psychologique au travail, ce qui est énorme et ce qui correspond à plus de 3 points, Émilie, par rapport à l'année dernière. Donc 41% des salariés qui se disent en détresse, 6 millions de salariés aujourd'hui qui se disent être proches du burn-out et 2,5 millions de salariés qui se disent être en burn-out avéré. Il faut savoir que le burn-out a des répercussions, hein. Oui, finalement, quelles sont les conséquences pour les salariés ou pour les managers? Alors, ça a des répercussions énormes. Encore un chiffre, parce que c'est vrai que les chiffres sont têtus et ils ne mentent pas, et ils sont très parlants. Au niveau européen, le coût du stress, est-ce que, Émilie, tu as une idée de ce que ça peut représenter? Non, mais j'imagine au ton que tu emploies que ça doit être assez important. C'est 20 milliards Ok. d'euros par année au niveau européen. Et au niveau français, on n'est que à 3 milliards par année. Donc voilà, c'est phénoménal. Alors les conséquences pour les salariés, c'est quoi? Bah, ça va être des problématiques de santé, des problématiques qui vont être très importantes, maladies cardiovasculaires, des troubles de l'anxiété, de la dépression, de l'épuisement au travail, des troubles musculo-squelettiques, du burn-out, donc des vraies conséquences en matière de santé. Et puis au niveau des entreprises, eh ben, c'est tout simplement des personnes qui vont être en absentéisme, du turnover très important. On n'arrive pas à garder un salarié sur un poste. En permanence, ça change de façon perpétuelle. Le risque, c'est des accidents du travail, des dégradations au niveau du climat dans l'entreprise. Donc, et puis surtout, pour un entrepreneur, c'est important en termes d'efficacité au travail Ouais. et de productivité. Eh ben, on est à un niveau au-dessous de la mer. Donc, ce sont des chiffres qui sont réellement importants. Ça concerne à la fois les salariés, à la fois les entreprises. Ok, merci en tout cas pour ces chiffres et ces précisions. Finalement, comment le manager se retrouve dans cette situation? Est-ce que tu as nous as des exemples concrets à nous donner sur ces situations de risques psychosociaux? Alors, le manager, le cadre, mais aussi le chef d'entreprise. Mais j'ai envie de dire, le manager est complètement concerné par ces risques psychosociaux. Pourquoi? Parce que le manager, il est au centre, il est dans le socle. Le socle de quoi? Tout d'abord, en tant que chef d'équipe, il va pouvoir être spectateur de problématiques, de troubles psychosociaux au sein de son équipe. Et comme bah, il est chef d'équipe, c'est à lui de gérer ces problématiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le manager, eh ben, parfois, sans le vouloir, parce qu'il est formé d'un point de vue technique, il est très très bon dans son domaine, mais au niveau du management d'une équipe, bah, il ne sait pas faire, on ne lui a pas appris à faire.
Et sans le vouloir, le manager, eh ben, il peut se retrouver à être lui-même auteur de troubles psychosociaux sans le savoir. Et puis enfin, le manager, bah, c'est un salarié avant tout. Et lui aussi, il peut être victime de troubles psychosociaux par sa hiérarchie et répercuter ces troubles sur son équipe. Donc le manager, le cadre, aujourd'hui, est vraiment, j'ai presque envie de dire, au centre des risques psychosociaux, bien plus que le dirigeant d'entreprise. Ok, alors moi je me pose quand même une question un peu pratique. Comment est-ce qu'on identifie aujourd'hui une situation de harcèlement? Enfin, qu'est-ce qui est ou pas une situation de harcèlement? Alors, ça, c'est une vraie question. Ça mériterait bah, qu'on commence d'ores et déjà la formation qu'on propose avec Fabien. Non, je plaisante. Comment on sait si on est en présence de harcèlement ou pas? Alors, le harcèlement, c'est quoi? Le harcèlement moral, c'est vrai que c'est l'un des risques psychosociaux aujourd'hui qui est le plus vulgarisé. Et on peut dire que d'un point de vue juridique, le harcèlement moral, ça se traduit par des agissements répétés qui vont avoir pour objet ou pour effet une dégradation bah, des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la fois au droit à la dignité des salariés, d'altérer sa santé physique ou psychique, et puis de compromettre son avenir professionnel. Ok, c'est beaucoup plus clair comme ça. Est-ce que ça veut dire que si moi, par exemple, je me sens mal dans mon poste, hein, quand je suis salariée, Mm. est-ce que ça veut dire que je suis forcément dans une situation, voilà, de stress ou de mal-être ou Non, non, pas forcément? non, pas forcément. Émilie, tu peux avoir des problèmes dans ta vie personnelle. Tu peux avoir un deuil, tu peux avoir des très gros problèmes et du coup, tu vas pas être heureuse dans ta vie. Et donc, au travail, bah, tu seras pas non plus heureuse. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas heureuse à ton travail, tu es dans une situation de risque psychosociaux. C'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les risques psychosociaux, c'est le chef d'entreprise qui est complètement et directement concerné parce qu'il a un vrai risque pénal civil. Et puis les managers aussi, parce qu'on ne le sait pas, mais un manager, s'il est suspecté d'être l'auteur de risques psychosociaux, eh bien, il peut être attrait devant les tribunaux, au civil ou au pénal. Alors, c'est très difficile de savoir à quel moment je suis dans une situation de harcèlement moral. Par exemple, je donne un exemple concret que j'ai vu dans le cadre de mon activité. Vous avez un salarié où en fait on a complètement provoqué sa disparition. Pas physique, hein, parce qu'il est encore là, mais on a provoqué sa disparition dans le sens où il est plus sur l'organigramme. Il est plus convoqué aux réunions. On va lui dire ton bureau il est trop grand, on en a besoin pour faire une salle de réunion, on va te mettre à côté des toilettes, tu vas devenir dame pipi et ben, on n'a plus rien à te donner comme travail. Alors vous allez me dire mais on fait rien de négatif vis-à-vis de lui, il est payé, il a rien à faire, mais moi j'aimerais bien, j'ai tellement trop de travail, j'aimerais bien ne plus avoir à travailler. Eh bien non, ça fait partie des risques psychosociaux parce que même si on n'est pas conscient, même si cette disparition du salarié, elle n'est pas voulue, c'est juste parce que le poste, bah, il a plus vraiment d'existence dans l'entreprise, c'est au chef d'entreprise ou au manager de s'apercevoir de cette problématique et de mettre les choses en place pour éviter que cette situation se produise. C'est pour ça que chaque situation est personnelle et c'est très difficile de dire comme ça. C'est quand qu'on est dans un RPS, c'est quand Ouais. qu'on est dans du harcèlement. Ok, donc il y a un vrai diagnostic à faire et pour faire ce diagnostic, quand on est manager ou chef d'entreprise, bah, l'idée c'est d'être formé pour identifier rapidement en amont Tout à fait. ces situations-là. Et alors, quand on est face à ce type de situation, bah, comment on passe à l'action si on est voilà, soit victime, soit responsable d'une situation de stress ou de mal-être? Alors, j'ai presque envie de dire, avant de passer à l'action, il faut pouvoir faire un état des lieux, faire un diagnostic. C'est-à-dire dans l'entreprise, au sein de mon équipe en tant que manager, est-ce que j'ai des personnes qui sont souvent absentes?
Ouais. Est-ce que j'ai des personnes qui viennent se plaindre? Est-ce que je sens que mon équipe, ça va pas? Donc ça, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic d'abord intuitif et puis un diagnostic juridique, parce que d'un point de vue juridique, les risques psychosociaux, il y a une vraie définition. Donc il faut pouvoir les aborder avec un diagnostic. On ne peut pas mettre en place des plans d'action si au départ, on n'a pas fait un diagnostic. Ça, c'est vraiment fondamental. Ok, faut poser les choses avant de pouvoir dire, ben, il y a telle situation et puis je propose telle solution. Exactement. Ok. Tu nous parlais juste avant de stress en entreprise. Est-ce que le stress est toujours négatif? Parce que moi, j'entends souvent parler, oui, il y a du bon stress, ça me Ouais. motive. Et du coup, comment on fait la différence, la part des choses entre bah, ce stress en entreprise ou peut-être une certaine motivation qui est bien différente? Alors, le stress est toujours négatif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que le stress, ça a toujours des conséquences d'un point de vue médical sur l'individu. Donc, c'est vrai que dans le langage courant, on dit, mais ça, c'est du bon stress. L'acteur avant de rentrer en scène, nous-mêmes ou pendant qu'on a préparé le webinaire d'aujourd'hui. On se dit, c'est du bon stress. Bah non, c'est pas du bon stress. Nous, quand on était un peu comme ça pendant la préparation du webinaire, on était dans la bonne motivation parce qu'on voulait bien faire. On était dans ce qu'on appelle de l'appréhension des choses. L'appréhension, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Par contre, à partir du moment où on est dans du stress, il va y avoir des répercussions sur l'état de santé. Et là, c'est pas bon et on est dans les RPS. Ouais, ok. Moi, je comprends enfin, je saisis la nuance, ça me paraît beaucoup plus clair comme ça. Merci Stéphanie pour ce point juridique. Je t'en prie. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est ben, pourquoi avoir réuni le juridique et le management, hein. Souvent, bah, toi, les clients que tu accompagnes, ben, ils sont plus dans voilà, comment gérer ces situations. Toi, tu formes justement sur ces situations-là pour anticiper et pour éviter d'aller justement sur du contentieux. Mais pourquoi finalement on a décidé de réunir le juridique et le management? Fabien, je te redis bonjour. Bonjour. Et puis, je te pose la question à toi finalement. Comment on fait cette jonction entre le juridique et le management en ce qui concerne les situations de stress au travail? Alors écoute, on fait la jonction le jour où on constate que la majorité des salariés ou des managers qui se retrouvent harcelés au tribunal, accusés d'harcèlement pardon, au tribunal, eh bien ils sont très surpris. Ils sont très surpris parce que c'était pas du tout leur intention. La plupart sont souvent assez bienveillants avec leur maladresse par exemple, mais aucune intention d'aller harceler qui que ce soit. Et donc la question sous-jacente, c'est pourquoi? Comment est-ce qu'on en arrive à des situations aussi catastrophiques alors que les personnes en face sont pas forcément malveillantes? Eh bien, la méconnaissance du système, c'est là qu'intervient Stéphanie, et deux, la mauvaise connaissance des mécaniques de communication, et puis de compréhension de qui sont les autres et de qui on est finalement, j'ai envie de dire à l'extérieur, et puis à l'intérieur de nous, peut-être la compréhension des mécaniques de notre cerveau. Pourquoi c'est si peu naturel finalement enfin, ces situations-là et les réactions qu'on peut avoir face à ces situations? Alors ça, c'est un autre constat qui est incroyable, c'est qu'on a emmené des personnes dans l'espace, on est en train de parler d'aller découvrir dans si peu de temps Mars, on a créé des civilisations incroyables, des bâtiments, on se bat contre des des virus, contre des choses énormes. Il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup avancé depuis quelques millénaires, c'est nos problématiques de communication. Donc il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que on porte en nous l'évolution de plusieurs millions d'années de développement de notre cerveau. Et ce qu'on lui a imposé ces 1000 ou 2000 ans, c'est un changement de société qui est considérable. Et donc on a mis les gens ensemble et ils doivent coopérer. Ça fait ça fait des erreurs inconscientes. Ça fait des mauvais contrôles des émotions parce que il a été créé sur des bases qui ne sont plus celles qui sont aujourd'hui. Et d'où l'importance de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le cerveau. On verra peut-être des exemples après. Et le deuxième problème, c'est le problème culturel.
un problème culturel où on a une société où on n'apprend pas forcément assez bien qu'on est tous différents, qu'on a chacun notre vision d'une situation, qu'il ne faut pas essayer d'interpréter le plus vite possible lorsqu'on a une situation en face de nous. Voilà, donc comment est le cerveau qui a des millions d'années et qu'on ne comprend pas toujours, voire pas souvent, et 2, comment on fait pour se battre contre les mauvais réflexes que nous a imposé la culture jusqu'à aujourd'hui. Alors j'en profite pour poser une question de Yael, hein. Yael nous pose une question dans le chat. Elle nous demande est-ce qu'il est recommandé aux salariés d'en parler à leur manager en termes de communication? Est-ce qu'on attend que le manager se rende compte de la situation ou est-ce que nous, en tant que salariés, on va dire que ça va pas et qu'il y a quelque chose qui convient pas? Je crois qu'il y a une règle de base, c'est que communiquer, c'est toujours positif. Alors pas n'importe comment, pas n'importe quand, mais c'est toujours essentiel. Et justement, on comprend très bien. C'est un peu comme le processus de lecture, il a fallu être formé pour ça. Et puis on comprend très bien d'autres processus comme la marche, qu'un enfant il élabore à plat, et puis ensuite il tient assis tout seul, et puis ensuite il est à quatre pattes, et puis etc. Il se développe. Un processus de développement de la communication, c'est beaucoup moins facile à l'interpréter. Parce qu'on n'est pas formé pour ça, à l'école, l'éducation, etc. Et puis 2, parce que c'est moins palpable qu'observer le développement physique d'un enfant qui progresse. Et pourtant, des méthodes pour comprendre les autres, c'est d'abord la première chose qu'on devrait faire, parce que on a souvent le réflexe d'avoir envie de s'exprimer, et pas forcément d'aller essayer de passer du temps à bien comprendre la personne qui est en face de nous, ce qu'elle essaye de nous dire. Et 2, des méthodes pour se faire comprendre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour bien exprimer ce qu'on a en nous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en nous? Enfin, il y a tout un tas de filtres comme ça, dans un sens et dans un autre, entre l'émetteur et le récepteur, qui sont très complexes pour donner à l'arrivée une synergie entre deux personnes qui se comprennent. Alors, moi, j'ai presque envie de dire, enfin, d'un point de vue juridique, sur l'autre versant, est-ce que j'en parle à mon manager si ça va pas? Alors, la problématique qui peut se poser, c'est que le manager en question, s'il n'est pas bien formé aux risques psychosociaux, il va pas bien comprendre, il va pas apporter une bonne réponse. Et puis, j'ai presque enfin, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que les RPS, on a 2 profils de RPS. On a les RPS dans les entreprises qui sont des RPS institutionnels, voire systémiques, c'est-à-dire ce sont des RPS qui sont dans des entreprises qui vont cultiver cette culture, c'est pas joli, mais là j'ai pas trouvé autre chose à dire. Non, mais qui vont cultiver en fait cette façon de faire. Tout le monde se rappelle du procès de grandes entreprises où il y a eu des suicides en cascade. Et là, on était vraiment dans des RPS institutionnels. C'est heureusement pas la majorité dans les entreprises et en France. Et heureusement, aujourd'hui, quand on est dans des RPS, dans des entreprises, c'est bien souvent qu'on l'a pas voulu, mais que c'est parce que par une méconnaissance, c'est là. Donc après, le dire à son manager, faut faire attention. Comment on le dit? Donc ça, c'est le côté communication, comment on s'exprime. Parce que bien souvent, quand on est très stressé, qu'on est malheureux, on va tendance à mal dire les choses, à crier. Moi, des fois, ma fille me dit, mais maman, pourquoi tu me cries dessus? Et je lui réponds, excuse-moi ma fille, c'est juste que je suis fatiguée. Donc, quand on n'est pas bien, on a tendance à mal parler. Et donc, il va falloir faire attention à comment on le dit. Et puis, j'ai presque envie de dire de laisser des traces parce que s'il n'y a pas eu une approche RPS dans l'entreprise, il peut y avoir des très mauvaises réactions en réponse au salarié qui va dénoncer des RPS. Donc, ça, c'est au cas par cas, mais voilà. Alors, si on prend l'exemple je sais pas, d'un manager qui, par sa spontanéité et puis son côté tactile, a tendance à poser la main sur l'épaule de sa collaboratrice, juste pour l'encourager ou parce que pour lui c'est un acte plutôt social. On peut imaginer que la fameuse collaborateur, d'ailleurs, ou collaboratrice en question, peut se sentir gênée par rapport à ça. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, on est sur le versant harcèlement sexuel. C'est-à-dire, parce que la main, c'est ça, c'est je mets la main sur l'épaule. Est-ce que il y a une connotation
sexuelle, ou est-ce que c'est juste pour dire je t'aime bien, t'es ma pote parce que je suis tactile? Et ben ça c'est là aussi, c'est un peu comme le harcèlement moral. Ça mérite de passer la journée entière parce que toi Fabien, tu vas me dire que au niveau communication, chacun va peut-être percevoir cette main Mmh. selon ses codes, c'est ça? Ben, tout à fait, oui, c'est là où je veux en venir. C'est la première question à savoir, c'est est-ce que la personne en face, elle est bienveillante ou pas? Bon, on va extraire déjà de notre discussion là toutes les personnes qui sont malveillantes. C'est un autre sujet, hein. Ouais. Ensuite, lorsqu'on a pris cette connaissance-là, avoir la conscience que bah, si elle est bienveillante, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de faire, ou elle n'a pas conscience que pour d'autres, eh bien, qui n'ont pas les mêmes croyances, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes filtres, que ça peut être gênant. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas attendre. Parce que on peut engendrer des biais de négativité qui vont accentuer en fait et déconstruire les relations. Alors que Bob, le manager, qui est plutôt friendly, si on vient vers lui et lui dire, écoute, le fait que ta côté amical de me poser la main sur l'épaule, ça me gêne un peu. J'ai pas l'habitude de ça dans mes relations. Je pense que probablement Bob il va s'excuser peut-être et puis dire bah il y a pas de problème, c'est pas malveillant et la situation elle est terminée en quelques secondes. Ceci dit, si on ne dit rien, eh bien Bob il peut prendre ça comme bah, elle apprécie ou elle apprécie Ouais. pas. Enfin c'est quelque chose de normal, etc. Et puis prendre une habitude. Et là, ça devient compliqué. Parce que quand Bob il a pris l'habitude de faire ça avec une personne, il va avoir encore plus de mal à se remettre en question et puis à se changer. D'accord? Alors, je m'excuse, je te coupe. On a encore une question d'Yaël. Merci Yaël pour tes questions. Yaël nous demande quelles sont les actions à mener dans le cas où un salarié vient voir Bob, le manager, et que ce salarié lui dise, ben voilà, exactement la situation que tu viens de décrire, je vais Mhm. pas bien. Comment est-ce que le manager qui a été correctement formé doit répondre? Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on doit faire ça, voilà, comme ça à l'oral, sans laisser de traces? Ou est-ce que si moi, salarié, je ne suis pas satisfaite des agissements de Bob, est-ce que je dois faire un mail? Est-ce que je dois faire un courrier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être acté forcément ou pas? Je pense qu'il y aura deux réponses. Et Voilà. la mienne qui est, ça va dépendre du niveau d'habitude dans lequel on est. Si c'est assez récent Ouais, et que la relation elle est plutôt bonne, ouais, eh bien partir du principe que Bob il va comprendre ça comme si fallait lui faire comprendre qu'on préfère avoir le café froid que chaud. Je sais pas, ouais. voilà. Et il va pas forcément se sentir lésé. Maintenant, l'autre aspect, c'est que si on sent qu'il peut y avoir un litige par rapport à ça, mais Stéphanie, tu interviendras, si on sent qu'il peut y avoir un litige par rapport à ça, ou qu'on a besoin de se protéger parce que ça peut aller plus loin, ou que Bob il pose la main sur l'épaule, très bien, mais des fois c'est aussi dans le dos, etc. Et bien là, ça vaut peut-être le coup de rentrer dans un processus qui est plus RPS justement. Oui, c'est-à-dire que je pense que la première approche, c'est effectivement le dire de façon verbale, hein, en trouvant les mots justes, en essayant de pas froisser. Après, c'est souvent, hein, par exemple, le harcèlement sexuel, c'est des agissements qui vont se répéter dans le temps. C'est pas juste un lundi matin, quelqu'un qui va vous dire oh, tu es bien habillée, elle est jolie ta robe. Ça va être à 9 heures le matin, elle est jolie ta robe. À midi, c'est qu'est-ce que tu fais? Parce que là, il faudrait qu'on termine la préparation pour demain matin, pour la réunion marketing. Donc, j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble. Et puis à 4 heures, c'est oh, mais tu as changé de parfum en posant la main sur l'épaule. Et puis à 18 heures, ça sera écoute, là vraiment, on est vraiment charrette. Il faut vraiment qu'on reste tous les deux pour terminer. Et voilà, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir une répétition d'agissements qui vont faire qu'on va pouvoir intégrer ça dans des risques psychosociaux. Alors bien sûr qu'il faut les dénoncer, il ne faut pas les dénoncer n'importe comment. Et d'où l'intérêt justement et notre proposition de formation pour que à la fois les chefs d'entreprise, les managers et les salariés puissent, une fois qu'ils les ont repérés, savoir comment agir.
Je vous coupe encore parce qu'il y a une question de Christophe qui nous explique qu'il a travaillé pour un grand groupe américain qui avait, lui, mis en place un service nommé Compliance. Et ce service avait pour fonction, alors, de recueillir les plaintes des employés concernant les diverses formes de harcèlement et d'enquêter en interne pour statuer, pour dire, voilà, c'est du harcèlement, c'est pas du harcèlement, il y a faute, il y a pas faute. Est-ce que tu penses que ce type de système, finalement, avec un protocole bien cadré, pourrait être transposable en France, ou alors on n'est pas du tout dans cette culture de la gestion des RPS? Alors, c'est déjà transposé en France dans les Ok, très grosses structures où vous avez Monsieur Harcèlement ok, qui va gérer en fait toutes les plaintes qui sont remontées, qui sont censées être anonymes. La problématique qu'il y a par rapport à ces systèmes-là, c'est que qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on recueille toutes ces plaintes? ouais, Est-ce que c'est comme aujourd'hui, vous avez tous entendu qu'on avait tous le droit au bonheur au travail. il paraît, ouais. On est en marge des RPS, là on est au niveau au-dessus, c'est le droit au bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises, elles se disent, bah moi, ok, moi mes salariés, ils vont être super heureux chez moi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben dans l'open space, on va mettre un baby-foot, Ouais. des plantes vertes, un peu de musique classique et même une salle de sport. Ouais. Donc mes salariés, ils sont super heureux dans l'entreprise. Sauf qu'on oublie juste de dire qu'ils travaillent juste 16 heures par jour. Ouais, Donc ils sont en burn-out. bah complètement, ouais. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ces systèmes des sociétés américaines qui existent dans les grands groupes en France, il ne faut pas que ce soit du maquillage Ouais, pour éviter de traiter en profondeur ces problématiques-là. ok. Voilà, Donc donc l'idée, je dis juste ça. Oui. Après, si ça fonctionne, c'est bien, hein. Mais qui va faire l'enquête interne? ouais, c'est Qui ça. va faire l'enquête une fois qu'il y a la dénonciation? C'est qui? Bien souvent, il y a des représentants du personnel, CSE, ex-CHSCT, avec le chef d'entreprise. Selon si vous avez des syndicats qui sont plus ou moins, voilà, qui n'ont pas forcément la culture, ça va aboutir à rien. Donc, l'idée est très bonne. Comme tous les concepts qu'on peut avoir, c'est un concept qui peut sembler bien, mais Il faut voir ce qu'on en fait, dans il quel faut contexte savoir ce qu'on en fait. il est mis. Exactement. Je rejoins un peu ce que vous a expliqué Fabien. Ren nous pose la question, c'est parfois aussi le ton qu'on utilise pour exprimer les choses qui change la façon dont l'autre perçoit le message. Oui, tout à fait. Toute la discussion qu'on a là, ça me fait penser à une aptitude qui est rentrée depuis quelques années au World Economic Forum, qui est un rassemblement d'acteurs économiques internationaux et qui organise les aptitudes qu'on demande aux salariés dans le futur proche, à 5 ans ou à 10 ans. Et très récemment est rentrée l'intelligence émotionnelle. Voilà. À la place d'autres. Et ce que je pensais tout à l'heure, justement, c'est que ce qui est important, c'est de garder la tête froide sur tout ça. C'est-à-dire, je te pose la main sur l'épaule, est-ce que je l'ai fait une fois ou est-ce que je l'ai fait 50 fois? Est-ce que je l'ai fait que sur l'épaule ou est-ce que je l'ai fait ailleurs? Est-ce que j'ai des interactions d'habitude qui sont soft? Est-ce que je l'ai observé chez d'autres ou est-ce que je l'ai que observé sur moi? Ouais. Voilà, essayez d'être factuel dans un premier temps. Essayez de comprendre comment on fonctionne. Quand on parle d'intelligence émotionnelle à Agency, eh bien, on approche aussi, on donne des approches de neurosciences qui expliquent comment fonctionnent les émotions. Et on rentre dans des mécaniques pour expliquer que c'est pas, par exemple, lorsqu'on voit quelque chose qui nous fait peur, c'est pas les yeux qui interprètent qui voient ce qu'on fait peur, c'est une partie du cerveau qui s'appelle le cortex visuel. Mais la chose qui nous fait comprendre qu'on a peur, eh bien, elle comprend avant le cortex visuel. Ça s'appelle le cortex limbique, c'est la région dans le cerveau qui gère les émotions et qui était créée il y a 60 millions d'années. C'est ce qui nous a permis de nous rassembler, de nous battre en tribu. Et donc, quand on explique que, eh bien, on contrôle pas ses émotions parce qu'elles arrivent dans le cerveau avant qu'on en ait conscience, c'est-à-dire 3 fois plus de temps avant, et on est là à se dire, ah ouais, mais je comprends, parce que quand l'émotion est dans le cerveau, Ouais. eh bien, il y a tout un tas de réactions qui se créent, elle est pas là dans un ascenseur à attendre l'étage C'est ça. supérieur, et puis ensuite elle arrive dans le cortex visuel, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, le lion ou l'araignée qui est devant nous, ou la personne qui nous agresse, et enfin, en troisième passe, eh bien, elle arrive dans le cerveau qui prend la décision de qu'est-ce que je vais faire de cette émotion. Donc ça, c'est des prises de conscience qui sont intéressantes à prendre.
Il y a des managers aussi qui pensent des fois que c'est important d'aller pousser dans les retranchements de certains collaborateurs pour leur faire prendre conscience, les remettre en question, et ils pourraient créer une petite tendance à humilier devant tout le monde, voilà, dans une équipe. On sait aussi par des expériences aujourd'hui que transmettre une sensation de rejet à une personne, ça active en partie les mêmes régions du cerveau que lui transmettre une sensation de douleur, que lui mettre une claque. Ah ouais, d'accord. Voilà. L'hypothèse derrière tout ça, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on était rejeté socialement d'une tribu, c'était la mort. Voilà. Donc ce manager-là, l'objectif, c'est que lorsqu'on exprime tout ça, avant de passer à des méthodologies de comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on reformule les questions, c'est qu'il y ait des prises de conscience pour dire « Ah oui, mais en fait, j'étais bienveillant, je pensais que j'allais le booster et qu'il allait changer, mais c'est contre-productif. » Je pensais bien faire, mais je fais mal. Un petit dernier pour la route, j'ai le temps? Ah bah, Oui, t'en prie, on avec a dit souvent pendant longtemps, et c'est encore vrai aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, les émotions, c'est à la porte. Les émotions, c'est pour la famille, les émotions, c'est pour le bien-être, c'est pour les jeux, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des personnes dans un scanner IRM pour regarder comment fonctionnait leur cerveau, et on leur a transmis des images émotionnelles. Je sais pas, un enfant qui pleure sous la pluie pendant une guerre, des choses qui nous touchent tous, ou alors l'inverse. Et puis on leur a demandé d'avoir une poker face, d'inhiber les émotions. Et bien le résultat, il est que ce qu'on a constaté, c'est que les régions qui sont impliquées dans les émotions, elles ont grandi. Donc ça a suractivé l'implication des émotions. Donc tout simplement, c'est contre-productif. Voilà. Quand on explique ça à un manager ou à un chef d'entreprise, l'idée c'est qu'ils disent derrière, ce que j'ai cru pendant longtemps, c'est peut-être le moment de le remettre en question et d'utiliser ensuite des méthodes. Des méthodes comme l'intelligence émotionnelle, qui est comment je suis, comment je ressens, comment je m'adapte à mes émotions. Donc là, ce que tu disais tout à l'heure avec tes enfants, ou ce que la personne disait sur le chat, est-ce que c'est le moment d'en parler? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas que j'attende demain, que je fasse redescendre la pression un petit peu, ou que j'aille courir un coup? Et c'est la première partie, c'est moi. Et la deuxième, c'est les autres. Comment est-ce que je vois la personne en face de moi? Est-ce que c'est bien le moment d'aller lui parler? Est-ce que je vais arriver à m'adapter à ses émotions? C'est quoi son style de communication? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment pas naturelles, qu'on apprend nulle part à l'école, et encore moins, je pense, dans les... Enfin, on me contredirait, mais dans les écoles, peut-être les écoles de management, je suis pas sûr. Avec pas la même approche, Et donc, quand on est formé à ça, à cette compréhension-là, à cette prise en conscience avec des connaissances, et ensuite avec des méthodes pour le mettre en pratique, eh bien, en général, ça favorise une bonne communication, et ensuite une synergie et un bien-être général. Merci Fabien. Là, du coup, moi, j'ai bien compris le lien qu'on peut faire entre le juridique et le management, hein. Je pense que on parlait d'approche globale au démarrage du webinaire. Je pense que c'est même indissociable. Je vois pas finalement comment on peut se passer de méthodes de management et de la compréhension de cette intelligence émotionnelle et des comportements qu'on doit avoir ou qu'on ne doit pas avoir. Et faire abstraction du côté juridique, parce que effectivement comprendre quels sont les enjeux et les risques pour les salariés, pour les managers et pour les chefs d'entreprise quand on est dans une situation de harcèlement ou tout autre risque psychosociaux. Surtout, excuse-moi Émilie, je te coupe, mais on est dans une culture en France où on pense que le juridique, c'est une fois que c'est fait. Oui, tout à fait. Alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a tout un arsenal juridique en amont pour justement éviter de se retrouver dans c'est déjà trop tard et c'est déjà fait. Donc c'est ça qui est vraiment à prendre en considération au niveau des chefs d'entreprise et des managers. C'est-à-dire que oui, il y a des outils d'un point de vue juridique qui peuvent être mis en place, des indicateurs qui peuvent être mis en place pour justement arriver à appréhender et prendre la température dans l'entreprise, dans l'équipe. Est-ce que ça se passe bien au niveau RPS? Et ces indicateurs-là, ce sont des indicateurs juridiques qui permettent de faire de la prévention, en fait. Oui, là, on est vraiment dans du factuel, quoi. Oui. On fait un diagnostic, on analyse et on émet des recommandations. Après, bien sûr, une fois que les RPS sont présents, qu'est-ce que je fais pour les traiter? Et ça, c'est important aussi parce que le manager qui va se retrouver face à des situations de RPS, lui, il est en général formé dans sa matière, au niveau technique, mais il n'est pas du tout formé à comment réagir. Et des fois, il n'y a pas de service de ressources humaines dans son entreprise. Et même s'il y en a, des fois, on demande aux managers, et de plus en plus,
de gérer son équipe de A à Z, y compris d'un point de vue juridique. Ouais. Donc, s'il n'a pas réagi à temps, lui-même peut être directement concerné. Complètement. Donc, voilà, c'est important qu'on puisse avoir une approche en amont d'un point de vue juridique et d'un point de vue de l'interactivité des relations. Encore en termes de communication, c'est exactement la même chose. Des fois, on nous dit, mais pourquoi on m'a pas expliqué avant que les gens ne voient pas comme moi? C'est ça. Pourquoi on ne m'a pas expliqué avant qu'en fait, Bob, il veut simplement que je prenne une seconde à lui demander comment ça va sa famille, avant de Ouais. passer à autre chose. Ouais. Mais par contre, que Marc qui est à côté, lui, il n'a pas envie que je m'occupe de sa vie privée, Ouais. et il a envie que j'aille direct au fait, on est là pour bosser, etc. Donc, c'est souvent des prises de conscience dont les personnes n'ont pas eu l'occasion. Un des classiques aussi en psycho-neurosciences, c'est les biais de négativité. Pourquoi est-ce qu'on m'a pas expliqué que lorsque je fais un entretien et que eh bien à la fin j'essaye de parler un petit peu des points d'amélioration, eh bien, j'apprends quelques jours après que Bob, désolé, j'espère que personne s'appelle Bob là, eh bien Bob, il a dit à tous ses collègues que c'était exagéré, qu'on lui reproche ça alors que ça fait 10 ans qu'il se casse pour la boîte, etc. Ouais. Parce que le manager, il sait pas que même s'il parlait pendant 3/4 d'heure des bienfaits qu'il avait dans l'entreprise, eh bien on a un biais de négativité qui fait que le moindre chose négative qu'on va entendre, ça va prendre des proportions considérables. Ouais. On dit que dans une entreprise, c'est en général 1 pour 5. C'est-à-dire que pour un point négatif, il faut arriver à compenser par un point positif. On est construit comme ça parce que ces biais de négativité, pendant les millions d'années qui ont développé notre cerveau, c'est ce qui nous a permis de survivre. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Ouais, ok. Yael me demandait par rapport à ce que tu disais, Stéphanie, elle demande est-ce qu'on peut avoir ces indicateurs? Est-ce que chaque entreprise doit définir ses propres indicateurs? Moi, la réponse, je crois que je l'ai, mais j'imagine qu'il faut en fait les entreprises et les managers soient formés au sein de leur entreprise. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des outils qui existent d'un point de vue juridique. Et notamment dans toutes les entreprises aujourd'hui, on a l'obligation de faire un petit peu l'inventaire de tous les postes de travail et de voir tous les risques qu'il peut y avoir poste par poste. Et bien par cet outil-là, notamment, c'est pas le seul, mais c'est un des outils, on va pouvoir se former à comment pour chaque poste je peux mettre en place mes indicateurs pour savoir si il y a des RPS ou pas et comment je fais une fois que je détermine qu'il y en a. Donc il y a toute une panoplie d'indicateurs et de documents qui existent et qu'on peut mettre en place. Mais pour ça, il faut être formé. Voilà. Ouais. On ne peut pas le mettre en place comme ça. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez construit cette formation sur les RPS et comment vous interagissez et combien de temps ça dure? Enfin, savoir un petit peu plus sur comment vous fonctionnez. Alors, on a mis en place avec Fabien une formation sur les risques psychosociaux, comment passer du diagnostic au plan d'action par la rencontre du juridique et du management. C'est une formation qui s'intègre dans un cycle de formation et ce cycle de formation, c'est l'essentiel de la relation individuelle au travail. Okay. C'est-à-dire comment je fais pour embaucher, comment je fais pour avoir les bons réflexes si je veux gérer les aléas de la relation de travail, et puis aussi comment je fais pour au niveau de la rupture du contrat de travail. Et donc c'est le cycle de vie du salarié, hein, le début, l'exécution et puis la fin. Et dans cette exécution de la relation individuelle de travail, eh bien il y a les risques psychosociaux qui sont tellement vastes qu'on en a fait un focus et qu'on l'a sorti de ce cycle de formation pour en faire une formation à part entière qui dure toute une journée. Donc, soit on prend le package global, soit on prend que cette formation sur les RPS. Et avec Fabien, on va intervenir, moi, sur l'aspect juridique. Comment vous faites pour faire le diagnostic? Comment vous faites pour mettre en place des outils et des indicateurs pour éviter d'avoir des RPS dans votre entreprise? Et s'il y a des RPS dans votre entreprise, ou si il doit y en avoir parce que le risque zéro n'existe pas, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire pour que ça se passe
au mieux. Si jamais j'ai un prud'homme, si jamais j'ai une action juridique, puisque on est face à des salariés du privé, mais aussi des collectivités. Donc ça, c'est l'aspect juridique. Et puis, il y a l'aspect management. Alors, peut-être que je peux te laisser prendre la suite. Oui, alors pour changer, il y a 3 points. Il faut des connaissances, il faut de la méthodologie et puis il faut de la motivation. Ok. Donc, si on veut changer sa façon de comment est-ce qu'on comprend les autres et ensuite comment est-ce qu'on s'exprime, eh bien, il faut des connaissances sur comment on fonctionne psychologiquement, comment on fonctionne à l'intérieur du cerveau. Donc, il y a quelques pourcentages du temps sur ces domaines-là. Ensuite, de la méthodologie pour dire bon, je suis face à cette situation. Est-ce que vous avez des outils pour m'aider parce que les connaissances c'est bien, mais je vais pas aller chercher mon dictionnaire ou mes prises de notes. Donc là, on a des outils qui sont très clairs et qui permettent de donner des bases et ensuite s'adapter progressivement. Et puis une fois qu'on a tout ça et quand en plus on rajoute des activités ludiques pour faciliter la remise en question, pour faciliter l'interaction et puis la synergie, eh bien on a la motivation pour changer. Donc c'est un peu l'idée, comprendre que en général je ne comprends pas bien les autres, partir de ce principe-là, comment je vais faire pour m'améliorer et comprendre que en général j'ai du mal à me faire comprendre, comment je vais faire pour m'améliorer aussi. Alors merci à tous les deux. Alexandra nous demande comment avoir le programme de la formation et son tarif. Alors en amont de cette formation, ce qu'on vous propose déjà, c'est de vous inscrire pour recevoir une masterclass par mail. Donc on a monté un petit programme qui va se dérouler sur 5 mails. Et uniquement 5 mails qui va vous permettre au fil des mails de recevoir des informations sur cette thématique-là, comment aborder certains sujets, voilà, avec des petits conseils. Et puis bien sûr, on vous enverra de toute façon le contenu de la formation, son déroulé. Aujourd'hui, c'est une formation que Stéphanie et Fabien font en présentiel, parce que nous, on est en Haute-Savoie. Je sais qu'il y a des personnes qui sont connectées aujourd'hui qui ne sont pas en Haute-Savoie, mais c'est une formation qu'on peut tout à fait, qui peuvent tout à fait déplacer. Alors, on le fait déjà, hein, Émilie. Ouais. On se déplace déjà région Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. Et puis au mois de juin, parce qu'on a beaucoup de demandes, Ouais. on compte le faire en visio. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'on peut se déplacer au-delà de la région Rhône-Alpes si on a plus de 5-6 salariés intéressés au sein d'une même entreprise. Ok. Je rajouterai même que, étant donné que vous passez par la communauté des entrepreneurs et que c'est une formation de la communauté des entrepreneurs et que la communauté des entrepreneurs est un organisme certifié Calliope, vos OPCO peuvent prendre en charge cette formation-là. C'est important puisque voilà, c'est bien de se former, mais il faut pouvoir le faire dans de bonnes conditions aussi. C'est mieux quand ça coûte rien. Et c'est mieux quand ça coûte rien ou quand ça coûte moins cher, c'est sûr. En tout cas, voilà, ce que je vous invite à faire, je vais vous mettre le lien dans le chat et je vous le renverrai aussi sur LinkedIn. Le lien pour vous inscrire à cette masterclass, c'est 5 mails pour avoir plus d'informations. Et dans les mails, vous aurez bien entendu le détail de la formation, du programme, de son déroulé, vous aurez tout. Est-ce que vous avez des questions? On a encore quelques minutes à consacrer à ce webinaire. Si vous avez des questions. Merci Yael, merci pour tes questions déjà et puis pour ta participation. Est-ce que je peux la faire à l'oral du coup? Avec plaisir. Ok, super. Parce que j'étais sur le point d'écrire une nouvelle question. Moi, j'aimerais savoir, en fait, alors déjà, je suis à Paris et je voulais savoir, je suis actuellement, moi, arrêtée depuis 4 semaines. Mon médecin a dit que j'étais en surmenage et je suis moi-même manager. J'ai alerté, en fait mes questions elles étaient très, très particulières parce que j'ai alerté ma direction. J'ai dit ça ne va pas et on m'a dit ok, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah oui, d'accord. Ok. C'est à vous à trouver les réponses, d'accord. Exactement, en sachant que j'ai 3 jobs et que je ne suis rémunérée que pour un seul. Enfin, j'ai 3 casquettes et bon, bref, le sujet n'est pas là, mais dans mon équipe, je sais que j'ai moi-même une personne qui a déjà été en situation de burn-out dans une expérience précédente. En ce moment, je ne suis pas au travail. Je m'inquiète beaucoup pour eux parce que ma charge leur incombe et j'ai peur en fait de retrouver une collaboratrice en souffrance.
moi, je ne veux pas faire comme mon manager et dire qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que moi, je dois lui dire à elle? Est-ce qu'il y a un dialogue, est-ce qu'il y a un dialogue possible déjà? Complètement. Complètement. On n'a pas encore abordé la situation parce que je suis toujours en arrêt, qu'il est temps que je m'occupe de moi aussi. Mais c'est vrai que je ne peux m'empêcher d'anticiper. Alors, j'ai presque envie de vous dire que vous ne pouvez pas porter toutes les problématiques des dysfonctionnements de votre entreprise sur les épaules. Alors, bien souvent, les personnes qui sont arrêtées pour burn-out, ce sont des personnes qui ont une vraie volonté de bien faire et qui font même des fois peut-être un peu trop bien, malheureusement. Et là, en fait, au lieu d'essayer de regarder déjà votre problématique à vous, vous pensez en fait à la problématique de votre collègue. C'est juste une illustration que aujourd'hui, en fait, il faut déjà que vous puissiez être réparé, que vous sachiez comment vous allez pouvoir vous réparer, comment vous allez pouvoir réintégrer votre poste sans que ça recommence, avant même de vous soucier de la charge de travail de vos collègues, parce que là, ce n'est plus de votre responsabilité. C'est-à-dire que si vous êtes en arrêt, vous n'êtes plus là, c'est au chef d'entreprise de faire le nécessaire pour que, en fait, on puisse vous remplacer ou qu'on puisse répartir votre charge de travail sur votre équipe. Après, peut-être que ça peut être exprimé aussi à votre collègue, c'est-à-dire je m'inquiète pour toi, mais je suis pas en mesure aujourd'hui de pouvoir t'accompagner comme je voudrais, parce que j'ai besoin aussi de me reconstruire, et c'est déjà une étape qui est peut-être importante. Ok, merci beaucoup, c'est chouette, c'est top. Et je vais m'inscrire aussi pour la masterclass et s'il y a des visios, pourquoi pas, j'arriverai peut-être à convaincre mon entreprise parce que je leur en reparlerai quand je retournerai au bureau. Ouais, Très bien. parfait. Bon, on reste en contact. Très bien. Merci beaucoup. Merci à C'est vous. nous, merci à vous pour votre présence et vos questions. Je vous envoie via LinkedIn, ce sera plus simple que dans le chat, le lien pour la masterclass. Vous aurez le replay aussi. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On avait beaucoup de personnes intéressées aujourd'hui sur le webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette info-là. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Latifa, ça peut intéresser aussi les collectivités et les administrations publiques. Donc, voilà, au-delà de la communauté des entrepreneurs, je pense que c'est un sujet qui concerne absolument toutes les entreprises, sur tous les postes, salariés, managers et chefs d'entreprise. Et qu'aujourd'hui, on met des jolis mots derrière tout ça en parlant de qualité de vie au travail et de bien-être au travail. Mais on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il ne suffit pas de mettre un baby-foot ou une salle très agréable pour rendre ses employés heureux. Alors, je voudrais juste préciser, parce qu'on ne l'a pas dit, la formation que l'on fait avec Fabien, c'est une formation pratico-pratique. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blabla. Il y a bien sûr un aspect théorique qu'on ne peut pas faire sans, parce que les définitions, on ne peut pas les inventer. Et chacun ne peut pas avoir sa propre définition de, par exemple, qu'est-ce que c'est que du harcèlement moral. En revanche, pour tout le reste, vous avez beaucoup de jeux, beaucoup de mise en situation, beaucoup de travail en équipe, parce que en fait, les apprenants, c'est vous, et c'est à vous de trouver les solutions plus que nous à vous les apporter. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très pratique, et normalement, vous ne devriez pas vous endormir avec nous. Non, en plus, moi, je trouve que l'interaction, elle permet aussi d'avancer. Donc, c'est une approche qui est hyper innovante et hyper intéressante. Tout à fait. Merci Stéphanie, merci Fabien. Merci à vous tous. Merci à vous tous. On espère qu'il vous reste un petit peu de temps pour déjeuner. Et puis, on vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.